Je ne peux pas apporter une différence là-bas et je peux apporter une différence dans mon pays. J'ai préféré revenir. Il faut se lever tous les jours avec une mission. C'est essayer de trouver c'est quoi sa mission de vie. Il faut s'entourer. On n'est pas non plus obligé d'être le dirigeant, le DG. Investissez sur vous. Investissez sur la partie connaissances et compétences. La motivation d'être juste meilleur n'est pas suffisante. Il faut une motivation supérieure qui est le pays, les autres. Et d'un côté, ça, ouais. Je m'en ai ambition politique, na carrière. Avant de commencer, une petite faveur. Si cette émission vous plaît, abonnez-vous, aimez, commentez, partagez-la autour de vous. Cela peut sembler être un petit geste, mais pour un média indépendant comme Ouch, c'est immense. Chaque abonnement, chaque partage nous permet d'aller plus loin, rencontrer davantage d'entrepreneurs, de créateurs, de dirigeants et de personnalités malgaches et internationales dont les parcours méritent d'être documentés. Notre ambition est simple, créer la plus grande bibliothèque de conversations profondes sur Madagascar et ceux qui le construisent. Et si nous pouvons continuer à faire cela aujourd'hui, c'est aussi grâce à des partenaires qui croient dans cette mission. Je voudrais remercier Miaracap, sponsor de cet épisode. Miaracap accompagne depuis plusieurs années des entrepreneurs malgaches qui souhaitent développer leur entreprise, structurer leur croissance et construire sur le long terme. Je peux d'ailleurs en parler personnellement. J'ai eu l'occasion de travailler avec les équipes de Miaracap et de bénéficier de leur accompagnement. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils ne regardent pas uniquement les chiffres. Ils s'intéressent aux entrepreneurs, à leur vision, à leur capacité à créer de la valeur et de l'impact dans leur écosystème. Ils n'accompagnent pas simplement des entreprises, ils accompagnent des bâtisseurs. Alors si vous êtes entrepreneur, si vous portez un projet ambitieux et que vous cherchez un partenaire capable de vous aider à franchir une nouvelle étape, je vous encourage à découvrir leur travail. Cette vision fait écho à celle de Ouch. Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur un nouvel épisode de Ouch. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir quelqu'un avec une très grande vision. Il est entrepreneur, il est industriel surtout, investisseur et philanthrope malgache. Il est âgé de 48 ans. Son groupe industriel produit des protéines animales. Il travaille dans les œufs, le poulet et le poisson. Nous avons le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui Monsieur Rivo Anjemanal du groupe Arbiochem. Bonjour et bienvenue, merci de ta présence sur Ouch. Rivo, je ne sais pas si je t'ai bien présenté, mais je préfère que tu le fasses par toi-même. Donc nous, on aimerait savoir qui est Rivo et surtout qu'est-ce que nous, les gens normaux, ne savons pas de Rivo pour l'instant. En tout cas, merci de m'accueillir aujourd'hui. C'est un plaisir de venir et d'essayer de partager un petit peu mon parcours aux jeunes malgaches et puis aux jeunes aussi de la région et ceux qui écoutent ce podcast. Je suis content d'être dans ce podcast parce que le podcast, c'est un format un peu long. On a le temps de développer un petit peu les choses. J'ai aussi un peu quand même hésité avant de venir, je l'avoue. Pourquoi ? Parce que ces derniers temps, je pense que j'étais un peu exposé sans vraiment le vouloir. Et là, c'est une exposition de plus. Et bon, je le fais parce que je pense que nous avons tous un devoir de transmettre un petit peu ce que nous avons pu acquérir comme connaissance, comme expérience, et aussi pour toi, parce que tu m'as invité, et donc je suis là. Donc tu m'as bien présenté, je pense, j'ai 47 ans, je suis un malgache, donc de père et mère, j'ai vécu à Madagascar, j'ai grandi ici, je suis parti un petit peu en Europe, et je suis revenu. En revenant, donc j'ai travaillé d'abord pour la famille, et ensuite j'ai créé mon entreprise avec ma femme, et aujourd'hui je me définis donc comme un entrepreneur, je suis aussi un industriel, un investisseur et un philanthrope malgache avec des activités principalement à Madagascar et maintenant aussi on commence à l'étranger. Comment tu décrirais ton parcours depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui ? Moi j'ai beaucoup de chance. J'ai toujours essayé de réaliser mes rêves et je suis en train de les réaliser aujourd'hui. J'en ai d'autres encore, mais j'ai toujours voulu être un financier et donc j'ai eu un parcours financier en Europe et en revenant à Madagascar, je suis devenu quelque part agriculteur et on rêve tous de revenir à la terre, être un éleveur, être agriculteur. Je suis agriculteur, je suis éleveur, je suis industriel. C'est mon rêve aussi de créer une industrie. Je l'ai réalisé.
C'était mon rêve de faire la Diagonale des Fous, je l'ai réalisé. C'était mon rêve d'être un peu diplomate, donc je suis un peu diplomate aussi. Donc mon parcours, c'est juste un gamin qui a des rêves et qui essaie de les réaliser. Quand tu dis que tu avais des rêves, est-ce que tu parles ici de tes rêves quand tu étais enfant ou adolescent, ou quand est-ce que ça a commencé exactement? Parce que moi, je me souviens très bien quand j'étais jeune à l'université, j'avais aucun rêve. Hein. Aucun rêve, je veux dire, je savais pas comment ça va fonctionner, la vie entrepreneuriale, je ne savais pas rien de ce monde-là. Mais et pour toi, quand est-ce que ça a commencé? Est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu plus privilégiés grâce à leur réseau, ou comment ça se passe? Et surtout, comment nous, on pourrait le faire, refaire la même chose pour les Malgaches, moi, je pense. Ben, les rêves se construisent au fur et à mesure, mais j'ai toujours eu des grands rêves. Et quand j'étais jeune, on m'a toujours pensé que j'étais très rêveur, utopiste. Je voulais toujours quelque chose de meilleur. Quand j'étais jeune, avec mes parents, quand il fallait acheter quelque chose, moi, je choisissais toujours le produit qui était le meilleur. Et on me le reprochait d'ailleurs. Mais j'ai gardé ça. Je toujours essayer d'avoir le meilleur, de travailler pour avoir le meilleur. Et les rêves se construisent au fur et à mesure. Mais depuis toujours, je pense que je voulais quand même revenir à la terre. Je viens disons, de grands-parents maternels qui étaient plutôt des gens de la campagne, hein, des agriculteurs, des petits industriels. Ah oui, ils étaient de quel côté? Du côté de ma mère, ils étaient Rijumam, c'était des commerçants et aussi des bouviers. Mon grand-père était un bouvier, c'est-à-dire il a acheté des ébus à Sourmanid et il les faisait engrossir. Et une fois que les ébus atteignaient une certaine maturité, un certain poids, et ben, il les ramenait jusqu'à Tana pour les vendre. Et donc ce métier-là de produire la protéine, de nourrir la population, c'était déjà quelque chose qui était dans la famille. Et ma grand-mère, elle était commerçante, elle faisait tout ce qui était le lambamène, hein, donc elle était tout ce qui était le soie sauvage. Nous avons une culture aussi dans ça, dans tout ce qui est la soie, etc. Et donc, quelque part, il y avait depuis toujours cet ADN-là, de revenir à la terre, de transformer des produits locaux. Et donc, j'ai toujours eu ça dans le coin de ma tête. Et je suis heureux aujourd'hui d'être complètement baigné dans ce milieu et quelque part d'être reconnu dans ce qui était quelque part, je dirais, le rêve de mes grands-parents et qui est devenu mon rêve. Donc ça veut dire que c'est plutôt tes grands-parents qui t'ont donné ce goût de l'agribusiness, quoi. Oui, je pense. Quand j'étais jeune, j'étais toujours, pendant les vacances, j'étais chez eux. Ils étaient à Rijumam, donc à 45 km de Tana, et on se baladait. Je faisais des grosses balades à vélo pendant des kilomètres et des kilomètres, à se balader dans les champs, à aller dans les villages. Et donc, j'ai eu le goût de la terre, j'ai eu le goût des produits. Voir les gens travailler. Aujourd'hui, quand je fais du sport, je me balade dans les montagnes et dans les rizières. Je suis heureux, en fait. Je suis dans mon élément et je suis heureux d'en faire mon métier. Et quel est le rapport avec la finance? Parce que lorsqu'on a préparé l'émission, tu disais que tu es passionné par la finance. Je vois aussi que tu es passionné donc par la nature. Hein. Et c'est quoi le rapport entre les deux? Je viens de mon père, je suis une famille d'intellectuels. De ma mère, je suis une famille de commerçants. Et la finance, c'est un peu le commerce, hein. C'est les deux pendant. La finance, j'ai toujours aimé, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours aimé compter, j'ai toujours aimé réfléchir sur la finance, comprendre un petit peu les tenants aboutissants. Et donc, j'avais fait des études d'expertise comptable. Et donc ça, c'est la compta pure, la finance. J'ai aussi continué dans tout ce qui est finance internationale en Angleterre. Et j'ai eu l'occasion de travailler dans la banque d'affaires. Et c'est quelque chose qui me passionne. Je travaille dans la banque d'affaires dans tout ce qui est des financements structurés, dédiés à l'immobilier. Donc, c'est monter des projets de financement pour des tours, les tours de la Défense. Par exemple, Cœur Défense, nous l'avons financé, des centres commerciaux, on l'a financé. Ça m'a vraiment plu. Ma passion, c'était aussi la bourse, hein. Donc, j'étais un boursicoteur. J'ai d'ailleurs pu gagner un championnat de France à l'époque, en 98, championnat de France de la bourse. Et donc voilà, j'aime la finance, j'aime créer de la richesse, créer des produits financiers, j'aime investir. Donc aujourd'hui, je suis investisseur aussi. Et j'ai quitté la banque d'affaires pour revenir à Madagascar. À Madagascar, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de banque d'affaires. Il commence à en avoir aujourd'hui. Hein. Les banques aujourd'hui commerciales commencent à faire vraiment de la vraie banque d'affaires.
Mais à l'époque, il n'y en avait pas vraiment. Et donc, j'ai toujours essayé de revenir dans ce milieu-là. Et en étant investisseur aujourd'hui, je reviens à mes amours d'avant qui étaient la finance. Qu'est-ce qui a fait justement ton retour à Madagascar? Parce qu'en général, les gens, lorsqu'ils quittent, ils préfèrent rester là-bas. Et surtout aussi, moi je trouve que il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à sauter le pas et à retourner. Voilà, au contraire, tu es revenu. Et qu'est-ce qui a fait cette différence-là? Dès le départ, quand je suis parti en Europe, mon but c'était de revenir. Maintenant, revenir quand? L'idée c'était d'avoir un peu d'expérience. Donc j'ai travaillé un petit peu dans la banque d'affaires, je travaillais un peu aussi aux Nations Unies à Genève. Et je devais avoir un poste à New York, mais je suis revenu à Madagascar pendant les vacances, pendant quelques mois. C'était en 2002. Je suis revenu à Madagascar en 2002. C'était censé être des vacances avant de prendre mon poste à New York. Et j'ai senti le poids du pays et le poids de redonner au pays et à la famille ce qu'ils m'ont donné. J'ai vu une boîte familiale donc, que ma mère avait créée, qui avait besoin de moi, qui était un peu moribonde, disons. Et donc, je sentais qu'on avait besoin de moi ici. Donc, je suis resté. J'ai bossé dans la boîte familiale de 2002 à 2009. Et j'ai transformé l'entreprise en la faisant grandir. C'était quelle boîte? Ça s'appelle Chiavama. On vendait des intrants agricoles, donc des engrais. C'était un agent de Bayer jusqu'à maintenant. Bayer, c'est la boîte multinationale allemande. Et j'ai contribué à transformer la boîte pour être un leader à l'époque, quelques années après. Et ensuite, voilà, donc je suis revenu parce que j'avais un besoin de rendre à ma famille ce qu'elle m'avait donné. Donc c'était un désir d'appuyer la famille. Et puis ensuite, l'idée de revenir au pays était toujours là, présent. Je n'avais pas du tout envie de passer ma vie en Europe. Et puis aussi, une réalité en Europe, c'est que j'avais fait des très bonnes études en Europe, mais en France, en tout cas, quand j'étais à la Société Générale, je pense qu'il y avait un plafond de verre, rapidement, j'avais compris. Et j'ai préféré revenir plutôt que essayer d'avoir une carrière là-bas qui aurait été bien, mais je ne pense pas que j'aurais pu atteindre les sommets de la banque d'affaires en Europe, compte tenu du contexte en Europe. Quand tu parles de ce plafond de verre-là, c'est-à-dire? C'est-à-dire que quand on parle de la France, par exemple, où moi j'ai commencé une petite carrière là-bas, je pense que les grosses entreprises, sans entreprises où il y a des précarés, il y avait les Total Energy, c'était soit des polytechniciens, soit généralement c'était des mines. Moi j'étais à la banque d'affaires, donc à Société Générale, c'était plutôt des centraliens. Et moi, j'ai fait autre chose. J'ai fait une partie d'expertise comptable, management. J'ai fait une formation à l'ENA. Mais je correspondais pas, disons, au couloir, au corridor pour monter, quoi. Et donc, j'ai débuté à je sais pas, peut-être N-35, je sais même pas. Et quelqu'un qui a fait Centrale Paris à la Société Générale, il débute à N-5. Donc, il sera certainement N-1 et N dans les 20 ans. Et moi, je serais peut-être dans 20 ans, j'aurais été N-20. Donc, aucun intérêt. Je ne peux pas apporter une différence là-bas et je peux apporter une différence dans mon pays. J'ai préféré revenir et essayer de contribuer un petit peu à amener quelque chose à ce pays-là. Par rapport à ce profil financier, donc on peut dire que c'est grâce à surtout ce profil-là que tu es la personne que tu es aujourd'hui, ou pas du tout? C'est un mélange de choses. C'est un mélange de choses. J'ai la chance d'avoir plusieurs cordes à mon arc. Et c'est cet ensemble de choses, c'est-à-dire être passionné par les relations internationales, passer par les Nations Unies, c'est être un financier, c'est être une culture familiale quand même qui est dans le commerce, une culture aussi intellectuelle via mon père. Je pense que c'est cet ensemble-là qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est aussi mes amis qui m'entourent, c'est aussi ma famille qui m'entoure, et c'est tout ça qui m'ont construit. Je fais juste la référence ici par rapport à un jeune qui justement aurait envie de grandir de la manière la plus optimale possible, grandir d'ici, je veux dire, les meilleures bases pour devenir comme toi un jour. Donc je me dis, est-ce que c'est quel genre de mentalité, c'est quel genre de parcours qu'il faudrait qu'il ait, qu'il choisisse dès le départ pour justement pouvoir un jour espérer créer un groupe industriel à lui-même?
Bon, je dirais que c'est pas une fin en soi d'être entrepreneur, hein. Tout le monde peut pas être entrepreneur. Chacun a son métier. Ce qui est important, c'est d'être très bon dans son métier et de contribuer au développement de son pays par son métier. Et je dirais que pour être une bonne personne, quelqu'un qui, je pense, réussit, il faut d'abord de la détermination. Donc ça, c'est détermination, ça c'est très important. Avoir un objectif clair et se lever tous les jours pour y aller. Et donc ça requiert quoi? La détermination requiert de la discipline et quelque part de la motivation. Donc être capable de s'auto-motiver. Un sportif, le s'auto-motiver, c'est quoi? C'est trouver les moyens que même quand il ne fait pas beau, le matin il se lève, il fait gris, il fait froid, bah, il y va quand même. Et donc ça c'est important, une qualité importante pour réussir. La deuxième qualité importante, c'est l'enthousiasme. Donc la détermination et l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est toujours avoir envie de se lever le matin avec une banane et aussi être capable de transmettre ça aux autres. Donc qu'on se transmette son enthousiasme aux autres. Et donc avec ces deux qualités-là, je pense que c'est essentiel pour réussir quel que soit qu'on fait. Ce qui fait la différence entre quelqu'un d'ordinaire et quelqu'un d'un peu plus ordinaire. Ensuite, il y a d'autres qualités qui sont importantes. Il faut être curieux, donc la curiosité est importante, la générosité est importante. Et donc, je pense que c'est ça, les 4 qualités importantes. Donc, c'est vraiment la détermination, l'enthousiasme, la curiosité et la générosité. Voilà, ça c'est important pour réussir, quel que soit où qu'on soit. Que ce soit un professeur, qu'on soit un entrepreneur, qu'on soit un sportif, ça c'est important. Maintenant, pour aller plus loin, pour réaliser des choses extraordinaires, il faut autre chose. En tout cas, entrepreneur a besoin d'autres qualités, en plus de ça, pour être un grand entrepreneur. Je connais donc ces éléments-là, détermination, enthousiasme, curiosité, générosité. Maintenant, comment je les cultive? Comment je fais pour avoir cette niaque que tu as donc? Il faut se lever tous les jours avec une mission. C'est essayer de trouver c'est quoi sa mission de vie. Chacun doit avoir une mission de vie, un objectif. Moi, ma mission de vie, c'est de contribuer au développement de mon pays par mon métier et par ce que je fais moi. Donc c'est par l'économie, par la création d'emplois, mais pas seulement par l'économie, par le sport et par l'éducation. Donc c'est ça ma mission de vie. Quand je dis économie, c'est par mon métier. Donc entrepreneur, investisseur, j'essaie de le faire. Par le sport, donc moi je suis sportif, c'est important pour moi. C'est important pour moi aussi de développer le sport à Madagascar. Je veux créer une filiale de mes associations du top, par créer des événements, par l'éducation, donc par la transmission. Donc je suis conférencier, je transmets beaucoup, que ce soit à Madagascar ou en Afrique. Et aussi, j'essaie aussi de contribuer en construction des écoles, etc. Donc ça, c'est mes missions de vie. Donc quand je me lève, tous les matins, je sais pourquoi je me lève. Et donc ça c'est important. C'est important d'y aller en sachant qu'il y a quelque chose de plus grand que soi. La motivation d'être juste meilleur n'est pas suffisante. Il faut une motivation supérieure qui est le pays, les autres. On travaille pour les autres, avec les autres, et c'est ça qui est important. Alors, on n'est pas né sur Terre juste pour qu'on soit une excellente personne, une bonne personne. Non, on est sur Terre, c'est pour essayer, on essaie d'avoir d'être une meilleure personne. C'est pour les autres, c'est pour offrir aux autres, essayer de les faire grandir, essayer aussi de contribuer au pays. Et je pense que c'est ça qui est important. Le problème aujourd'hui de beaucoup de jeunes, c'est qu'ils sont désœuvrés, ils sont perdus parce qu'ils savent pas quoi, ils n'ont pas trouvé leur mission de vie. Leur mission de vie doit être claire, et il faut qu'ils le cherchent, et le jour où ils le trouvent, Comment je trouve ma mission de vie, d'après toi? Quelles seraient les formules? Moi, j'ai fait l'exercice, mais je pense que c'est mieux aussi qu'on rappelle un petit peu cette méthodologie, ou tout simplement qu'on apprenne aux gens quelques pistes pour trouver cette mission de vie là. D'abord, c'est d'essayer quelque part de faire l'introspection. Je pense que chaque être humain est sur Terre pour rendre le monde meilleur et pour une meilleure humanité. C'est ce qu'ont fait tous nos ancêtres. Aujourd'hui, notre société est meilleure parce qu'il y avait des gens depuis des générations qui ont travaillé. Et donc ça, d'abord, c'est s'éduquer, faire l'introspection et comprendre tout cela.
Et on n'est pas juste sur Terre pour vivre une vie et puis il n'y a plus rien après et puis ça s'arrête là. D'ailleurs, on n'en sait pas ce qu'il y a après. On n'en sait rien, mais on essaie de faire le mieux le mieux de cette vie-là. Et faire le mieux de cette vie-là, c'est de comprendre ça, c'est de comprendre que il faut rendre quelque chose de meilleur, rendre nos enfants meilleurs, rendre notre pays meilleur. Et une fois qu'on a compris ça, on essaie de chercher sa voie. Quelle est sa voie? Ça peut être le sport, ça peut être juste au commerce, ça peut être juste, voilà, ça peut être enseigner, trouver sa voie. Et quelle que soit sa voie, elle est bonne. Essayer d'en faire une passion, essayer aussi de l'enseigner. On est meilleur que si on enseigne quelque chose. Donc si on transmet quelque chose, c'est comme ça qu'on devient meilleur. Et donc essayer comment dire, de s'instruire, essayer d'avoir tous ces outils-là pour comprendre comment moi je peux devenir meilleur, comment moi je peux me passionner et comment, à travers cette connaissance-là, je peux le transmettre aux autres pour que les autres soient meilleurs. Et la motivation vient dans la satisfaction de rendre les autres meilleurs et de rendre notre monde meilleur. Et quel que soit le domaine où on est, il faut arriver à avoir ce déclic-là, à comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand que soi. En tout cas, moi, j'ai fait l'exercice aussi. Pour moi, c'est partager pour faire progresser. Et c'est très pertinent parce qu'à partir du moment où j'avais connu ma mission de vie, je pense que j'ai été plus aligné dans mes actions, même si peut-être que ça ne rend pas riche tout de suite. Je pense que tu es plus calme, tu es plus serein et tu sais aussi, tu as beaucoup de satisfaction à travers tes actions et tout ce que tu fais. Je reviens un peu à ton histoire. Tu es revenu à Madagascar et puis tu as créé ta société, ta première société. Tu disais ici dans les notes que c'était à Annalakil. Tu as commencé avec deux collaborateurs. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette situation-là et puis comment tu es arrivé à un stade où tu as plus de 1000 collaborateurs aujourd'hui? Donc, on parle bien ici d'il y a 16 ans passés. J'avais déjà la chance d'avoir travaillé pour la boîte familiale. Moi, j'ai quitté la boîte familiale parce que je voulais créer quelque chose à moi. Et donc, j'avais déjà beaucoup d'expérience. Donc, mon conseil, d'abord, c'est prendre l'expérience ailleurs. Et donc, j'ai eu l'expérience via la banque d'affaires, via les Nations Unies, via la boîte familiale, avant de créer ma boîte. Quand je crée ma boîte, j'ai utilisé mes économies, les économies de moi et de ma femme. On avait à peu près entre 10 et 15 000 $ de l'époque. Donc, c'est nos économies en tant que salarié. J'étais salarié dans la boîte familiale. J'avais ces économies-là. Ma femme aussi travaillait en Angleterre, elle est revenue à Madagascar. On avait un peu d'économies. Et nous avons créé la boîte avec 2 personnes dans laquelle j'ai demandé à ma mère un petit peu de m'aider. Elle a dit, OK, on te donne un magasin là, voilà, 12 mètres carrés, je me rappelle très bien. 12 mètres carrés, c'était vraiment un petit bibi, et je me rappelle très bien qu'on avait ouvert. Les voisins commerçants de l'époque, ils ont vu, ils ont dit, mais c'est quoi qu'est-ce qu'ils font en Annalakil? Il faut savoir qu'en Annalakil, à l'époque, il n'y avait que des commerçants d'électronique, C'était Sarafi à côté, c'était Conforama à côté. Qu'est-ce que faisait un petit magasin qui vend des produits vétérinaires, des répulsifs intelligents? Ils n'y croyaient pas du tout. Et donc, on a commencé comme ça avec 2 personnes, un coursier, moi et un vendeur. Et donc, au début, on fait tout. Donc, j'étais en même temps le comptable, le commercial, le livreur, etc. Et puis, on a grandi petit à petit. Donc, je dirais que la leçon, déjà, le premier conseil, c'est vraiment de travailler pour les autres, pour acquérir l'expérience chez les autres. Les entrepreneurs qui commencent tout de suite en sortant de l'école, il y en a qui réussissent, mais il faut le dire, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des grandes réussites, mais ce sont des gens qui sont rares. En général, les entrepreneurs, ils ont d'abord l'expérience, ils créent ensuite. Et donc, j'ai créé dans mon domaine qui était proche de l'expertise que j'avais. Au niveau de la boîte familiale, on travaillait dans les intrants agricoles. Donc là, j'ai travaillé dans les intrants d'élevage, dans tout ce qui était médicaments vétérinaires. C'était tout naturel pour toi parce que justement, tu maîtrisais ça. Voilà, je maîtrisais ça. C'était les mêmes clients, le même milieu. Et puis ensuite, le deuxième conseil, c'est il faut faire d'abord du commerce. C'est ce que j'ai fait. Du commerce, c'est simple. On importe ou on achète. On distribue, on revend avec une marge.
Donc là, c'est sûr, il n'y a pas de risque. On sait quelle est notre marge. On multiplie le capital rapidement. On travaille bien, on a un bon produit, il y a un marché qui est captif. Et on augmente comme ça le capital. Donc très rapidement, nous, la première année, bon, on a fait un très bon chiffre la première année. De zéro, donc avec un capital de 15 000 $. On avait fait 600 millions derrière dès la première année. Et donc avec avec des revenus, des marges importantes. Et de là, on a construit, on a toujours investi nos marges. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on avait la confiance des banques. Hein. J'ai travaillé, moi, avec des banques quand j'étais dans la boîte familiale. Ils ont vu que j'avais vraiment multiplié par X fois le business familial, et donc ils ont compris que j'étais quelqu'un de sérieux et qui avait la capacité de faire grandir l'entreprise. Et quand j'avais fait mon business plan, d'ailleurs, qui était assez ambitieux, les directeurs bancaires de l'époque, ils disaient, ah, c'est ambitieux, hein. Mais il se trouve que 5 ans après, j'avais dépassé de loin mes chiffres, et lui, il m'avait aidé tout simplement, s'il a cru en moi. J'avais aucun actif, donc j'avais rien à proposer en garantie, rien. Aussi. Donc dire qu'à Madagascar, il faut absolument des garanties, c'est pas mon expérience. J'ai commencé avec 15 000 $, c'est pas rien. J'ai commencé sans garantie, la banque m'a tout de suite donné un découvert, et les fournisseurs aussi très vite m'ont fait confiance parce que j'étais quelqu'un de fiable, de sérieux, et donc c'est grâce à la banque et les crédits fournisseurs que j'ai pu grandir très vite. 2 salariés, après 20, 30, et jusqu'à aujourd'hui, on est au-delà de 1000. 1000 collaborateurs, et puis 45 000 mètres carrés d'infrastructures aussi. Oui, tout à fait. Pourquoi cette orientation? Tu disais tout à l'heure que tu as aussi une très belle expertise en immobilier, mais j'aimerais comprendre un peu la stratégie dedans. Parce que tu investis beaucoup dans des infrastructures. Donc. Tout à fait, tout à fait. Je pense que dans un pays comme le nôtre, hein, où il y a une croissance démographique très importante, l'immobilier est quelque chose où on ne se trompe pas. Pourquoi? Parce que la seule chose qui est fixe et qui n'est pas extensible sur Terre, c'est la terre. On peut, de manière sporadique à Dubaï ou ailleurs, gagner un petit peu sur la mer, mais généralement, la terre, la surface, c'est quelque chose de fixe. Et donc, il y aura plus de monde, il y aura plus de besoins, et donc investir dans l'immobilier n'est pas quelque chose d'insensé. On gagne toujours, hein, on gagne toujours sur le long terme sur l'immobilier. Et je pense que c'est important aussi pour un groupe d'avoir une assise foncière. Tous les grands groupes en Madagascar ont tous une assise foncière. Être sérieux au niveau foncier, avoir une assise foncière, ça donne aussi une crédibilité, d'être propriétaire aussi, d'avoir une certaine intégration, de multiplier, disons, sa force capitalistique qui est importante, et ne pas mettre l'argent dans tout ce qui est loyer, parce que quand vous voulez des locations prime, ça coûte cher. Et donc, il faut essayer d'intégrer tout ça. Et nous, on a intégré la partie immobilier dans nos métiers. Et donc, on a une branche immobilière qui construit toutes nos infrastructures. Donc, tous nos bureaux, toutes nos usines, on construit nous-mêmes. Et donc, ça nous permet d'utiliser très peu de capital pour le déployer et avoir des surfaces immobilières que moi, j'aurais pas pu acheter si c'était déjà construit. Et je reviens ici à toujours ton passage à l'échelle de ta petite entreprise. Tu as parlé tout à l'heure de la partie économique. Je veux dire, commencer avec du commerce et puis avoir la confiance des partenaires. Mais maintenant, la partie collaborateur. Parce que c'est pas facile de passer de 2 à 1000 collaborateurs. Moi, personnellement, aujourd'hui, avec mes petites entreprises, il y a des moments où je me dis que c'est assez dur. Quelle serait l'astuce pour justement assurer cette croissance-là? Passer de 2 à 1000 collaborateurs, donc j'imagine ça va pas s'arrêter là, ça va grandir plus tard. Mais il y a certainement une petite formule. Bon, disons que si on fait le parallèle avec le sport, hein, une équipe de foot par exemple, hein, quand on commence avec une équipe amateur, on est soi-même l'entraîneur, le chauffeur qui amène les gamins, etc. Et donc ça demande de la débrouillardise, de la motivation, etc. Donc ça, en tant que personne, il faut d'abord donc comprendre quelles sont les qualités qu'on a besoin, nous en tant que manager, quand on est à 2, et c'est différent, il y a différentes skill sets qui sont nécessaires lorsqu'on est à 20, et différents quand on est à 100,
est différent quand on est à 1000. C'est différent. Donc, il faut comprendre ça. Lorsque vous passez du football amateur à quelque chose de plus important, vous commencez à avoir besoin d'entraîneurs, d'avoir un minimum de chauffeurs. En plus, vous grandissez en Ligue 1, il faut encore autre chose. Et ensuite, Ligue 1, vous devez avoir vos kinés, vous devez avoir votre entraîneur de gardien de but, etc. Et maintenant que vous voulez gagner la Ligue des Champions, c'est encore autre chose. Vous êtes président d'un club de foot, ce n'est pas la même chose. Un club de foot qui veut gagner la Ligue des Champions, c'est pas les mêmes skill sets qu'on a besoin pour être président d'un club amateur. Et donc, il faut d'abord comprendre ça. Qu'est-ce qu'il faut? Donc, il faut grandir au fur et à mesure. Et si on n'a pas le skill set, il faut le reconnaître. Et il faut s'entourer. On n'est pas non plus obligé d'être le dirigeant, le DG. Moi, pour ma part, j'ai compris très vite ça. Quelles connaissances et quelles compétences j'ai besoin pour faire grandir la boîte et pour passer à chaque fois au prochain cap. Donc ça, déjà, en tant que personne, en tant que leader, donc il faut d'abord des compétences, donc des connaissances, être expert dans son domaine, donc savoir être expert. Moi, quand j'ai une industrie qui est un couloir, j'ai appris, j'étais là pour la construction, j'ai appris comment faire. Donc moi, demain, si mes chefs couloirs ne sont pas là, je peux me débrouiller. Je sais comment faire marcher un couloir. Donc des vraies connaissances dans ce qu'on fait. Ensuite, les transformer ces connaissances-là en compétences. Et ensuite, trouver les moyens d'avoir les ressources. Des ressources pour grandir. Donc les ressources, on les a par la banque, par la dette, que ce soit par le capital, par le crédit fournisseur. Et au fur et à mesure, on a besoin d'autres choses encore. Et l'autre chose encore, c'est par exemple, c'est le network. Donc c'est d'avoir le réseau. Ça devient important pour régler des problèmes. Une fois qu'on est de plus en plus grand, il faut être capable de décrocher le téléphone, de régler des problèmes. Et à la fin, c'est la réputation qui est le plus important. C'est avoir la réputation qui est intouchable. Après, côté management, évidemment, c'est au début, on est avec des gens qui font tout. Donc, il faut des gens polyvalents qui font tout. Au fur et à mesure que vous allez grandir, il faut s'entourer de compétences spécifiques. Et donc, malheureusement, le problème dans tout ça, c'est que l'équipe qui a gagné le championnat amateur, c'est forcément pas l'équipe qui va gagner la première ligue. La Ligue des Champions, c'est encore autre chose. Donc, vous-même, l'entrepreneur doit grandir et doit s'adapter aux besoins du cap qu'il a passé, mais l'équipe aussi. Et l'équipe on ne peut pas tous y arriver. Tout le monde n'est pas capable de passer le cap. Donc, l'enjeu, c'est de trouver les bonnes personnes qui vont vous faire passer chaque cap. Moi, je dirais qu'au bout de 100 personnes, il faut déjà une RH solide. Une RH solide qui commence à parler de valeurs, à parler de culture d'entreprise, à parler d'attraction des talents, donc avoir vraiment une capacité à attirer des talents. Et plus vous grandissez, plus vous avez de compétences. Et donc, la capacité à tirer la compétence, à garder les compétences chez soi, c'est vraiment essentiel. Et aussi, plus que vous grandissez, la culture d'entreprise devient importante. Donc, la culture d'entreprise, c'est quoi? C'est que vous et vos collaborateurs font quand personne ne les regarde. Donc, ce qu'ils font naturellement. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que à 2, à 10, moi, je peux travailler directement les collaborateurs qui comprennent comment je veux qu'ils soient, quel comportement je veux qu'ils aient au quotidien. Et la seule manière de grandir, c'est d'essayer de se démultiplier. C'est je suis capable d'avoir 10 comme moi, mais 1000 comme moi, c'est très difficile. Et ça passe par la culture d'entreprise. Et donc ça, c'est essentiel, c'est de véhiculer ça. Mon rôle, c'est de véhiculer la culture d'entreprise. Le rôle de l'RH, c'est aussi de véhiculer la culture d'entreprise pour que chaque collaborateur travaille de la manière et se comporte de la manière dont le chef d'entreprise, il veut qu'il le fasse. Et donc ça, c'est essentiel. Et je pense qu'Arabi Hochem Group aujourd'hui est reconnu pour avoir une culture forte, une culture d'entreprise forte, des valeurs fortes. Et chaque collaborateur comprend cela. Est-ce que c'est possible de cultiver cette culture d'entreprise quand tu as un marché en déclin, quand ton business n'est pas rentable, par exemple, ou que ton marché est en train de périr au lieu d'un marché avec du potentiel? Je pense que c'est essentiel. C'est dans les crises que la culture d'entreprise est importante. L'exemple, juste pendant en octobre, quand il y avait les crises
octobre 2025, il y avait des échauffourées, il y avait des émeutes avec du pillage, etc. Une des valeurs importantes et des comportements qui sont véhiculés dans notre entreprise, c'est le sens de la propriété. Donc, que les collaborateurs se sentent propriétaires de l'entreprise. C'est aussi l'engagement, c'est aussi la solidarité. Et je peux vous dire que pendant cette période-là, nous avons eu quasiment une centaine de collaborateurs volontaires qui ont protégé nos sites. Et la culture d'entreprise, c'est ça. Parce que quand il y a une crise, ce ne sont pas les agents de sécurité qui vont protéger vos entreprises. Ce sont vos collaborateurs qui sont les meilleurs protecteurs de vos entreprises. Et nous avons ça. Et donc, même dans les moments les plus difficiles, c'est au contraire, c'est là qu'il faut une vraie culture d'entreprise. Quand votre entreprise, le marché est en déclin, c'est là qu'il faut une vraie culture d'entreprise, une culture d'innovation, de retournement, d'agilité. Et je pense que s'il faut pivoter, c'est là où il faut pivoter, et c'est là où ce n'est pas seulement à l'entrepreneur de pivoter, c'est à l'équipe de pivoter et de piloter tout ce pivot-là. Et je pense sincèrement que le marché n'est pas lié à la nécessité d'avoir une culture d'entreprise, mais la culture d'entreprise est nécessaire quand ça va et quand ça va pas. Et surtout quand ça va pas. C'est là où on sait qui est l'entreprise solide, qui a une vraie culture d'entreprise, où les entreprises, où les collaborateurs sont engagés et les collaborateurs sont prêts à laisser leur peau pour la mission et pour la vision. Dans toute cette croissance, pour toi, quels auraient été les véritables ingrédients pour l'accélération de cette croissance-là? Si tu devais en citer un ou deux. Je dirais qu'au début, on fait une croissance importante parce que le marché est porteur, parce qu'on est dans une dynamique start-up en fait. Donc il y a une électricité dans l'air et qui fait que tout le monde est motivé, on y va. Plus on grandit, plus il faut se structurer. Et donc c'est ce passage à l'échelle-là qui est important. Beaucoup de gens ne réussissent pas parce qu'ils ne se structurent pas et donc tout cela s'effondre. Une croissance est très fragile, une croissance financière de la croissance est fragile. Et donc, il faut vraiment se structurer, mesurer ce qu'on fait. Et c'est par mesurer ce qu'on fait, avoir des outils de mesure, c'est comme ça qu'on peut analyser et qu'on peut prendre des décisions. Et donc, c'est ce cap-là que beaucoup d'entrepreneurs n'arrivent pas à faire. C'est de passer d'une pizzeria qui marche très bien à une chaîne de pizza gastro-pizza. Voilà. C'est quoi la clé? La clé, c'est certainement une des clés, c'est la structuration. Donc, structurer son entreprise, attirer les meilleurs talents, mettre les outils en place, pouvoir mesurer, analyser et décider, et pas décider l'inspiration, l'intuition ne suffit plus. Là, il faut autre chose, il faut des outils et il faut se faire entourer. Et là, c'est là où le bât blesse souvent dans les entreprises qui ne savent pas scaler. Comment je structure mon entreprise si je suis une petite PME et que j'ai aussi envie de grandir plus tard? Quelles sont les étapes? Avec un peu plus de détails cette fois. Bon, je disais, c'est pas pareil de passer de 2 à 20 voilà. Plus vous grandissez, plus vous avez besoin de structurer. Donc les fonctions les plus importantes, la plus importante, et ça je l'ai su plus tard, c'est la fonction RH. Vraiment, le people management, je pense que c'est le plus important. C'est essayer d'attirer les talents d'abord. Au début, on n'a pas les moyens, donc forcément, on ne peut pas attirer les meilleurs, mais plus on a des moyens, donc plus on peut attirer les meilleurs. Et même si on n'a pas beaucoup de moyens, moi, je n'avais pas toujours beaucoup de moyens, je ne suis pas capable de payer comme les grands groupes internationaux, et pourtant, j'ai des très bons talents chez moi parce qu'ils restent pour autre chose. Ils restent parce que je les fais grandir, ils restent parce qu'ils ont une évolution de carrière, ils restent parce que chez nous, ils vont grandir et on gère cela. Et ils ont une certitude de grandir. Ils ont aussi une certitude d'équité. Ils savent qu'il n'y a pas... Chez nous, on a une culture de bienveillance. On veut pas des gens toxiques. Et donc, créer un environnement déjà pour que les talents restent. Ça, c'est important. Qu'ils viennent et ensuite, ils restent, ils se sentent bien. Donc, la stabilité de l'équipe est très importante. Chez nous, il y a très peu de turnover. Et donc, c'est avec cette équipe-là qu'on structure, qu'on aide à structurer, avec une structure qui est adaptée à nous-mêmes. Il y a les structures standards, bien sûr, qui sont importantes,
Donc, je dirais la RH, c'est le plus important, qui gère l'administratif. Donc, tout le monde doit avoir un contrat, tout le monde on doit suivre tout ce qui est administratif, hein, les congés, etc., les primes. Ça, c'est important. Donc, la paie aussi. La paie, c'est important d'avoir une politique de rémunération qui soit transparente et équitable. Ensuite, gérer les carrières. Donc, il faut que les gens, chez nous, on a des gens à haut potentiel qu'on a identifiés. Hein, tout le monde n'est pas à haut potentiel, mais on a un pool de gens sur lesquels on trouve qu'ils peuvent aller loin. Et ces gens-là, on s'occupe d'eux et on essaie de se faire progresser pour qu'ils aillent au sommet. Et ensuite, il y a la partie valeurs et culture d'entreprise. Donc ça, c'est les 4 éléments les plus importants dans la RH. Et donc, ce que la RH, vous structurez la RH, c'est la même chose dans chaque département. La finance, vous devez structurer. La finance, donc plus vous grandissez, plus il faut la structurer avec une partie finance, une partie administrative. Et donc chaque chose, donc la partie audit, contrôle aussi qui peut être différent. Ça, c'est important aussi, à Madagascar surtout, hein, essayer de contrôler ce qu'on fait, auditer tout le temps ce qu'on fait. La partie qualité, c'est important. La partie, un des problèmes le plus récurrents dans les boîtes malgaches, c'est le stock. Hein, on n'est pas capable d'avoir un stock qui est fiable. On a des vols. Donc, en fait, il y a plein de départements qu'il faut structurer. Donc, chaque département est un projet. Donc, il faut structurer chaque département au fur et à mesure. Quand on a le moyen, mettre tout de suite un ERP pour essayer d'automatiser cela, avoir des outils vraiment qu'on puisse remonter, analyser l'information. C'est vraiment essayer de faire le travail petit à petit. Nous, on a fait le travail petit à petit. On a essayé d'abord de travailler fortement sur le middle management, donc attirer des talents, être sérieux, être costaud sur le middle management. Après, le top management de CODIR. Nous avons à peu près 18 membres du CODIR. Et ces 18-là sont restés, il n'y a aucun départ. Et puis après, il faut structurer le groupe, c'est important. Nous, on comprend que il faut vraiment structurer, avoir une structure qui porte l'immobilier. Et ça, c'est important. Une structure qui porte les opérations et une structure qui porte le financement. Et donc, il faut bien séparer tout ça. Qui décide qui est le management de l'entreprise? Qui sont les propriétaires de l'entreprise? Donc, le propriétaire de l'entreprise, le propriétaire du foncier. Et quelle est la gouvernance? Donc, ces 3 choses-là aussi, c'est important. Donc, le management, la gouvernance et la propriété. Donc, ça aussi, il faut bien structurer tout ça. Donc, il n'y a pas que la structure de l'entreprise elle-même, il y a aussi la structure de comment fonctionne l'entreprise. Il n'y a rien de secret, hein. Il faut lire, il faut essayer de s'entourer de gens qui nous conseillent et prendre la structure qui correspond le plus à soi. Et ce que je dirais aussi, ce qui est important, c'est, je reviendrai un petit peu sur la culture d'entreprise, qui est importante, c'est que en fait, vous avez une culture qui est, disons, stricte, et vous avez des entreprises qui ont besoin d'une structure pas stricte, loose. Et donc tout ça, c'est un savant mélange. C'est de savoir qu'est-ce qui correspond à soi en termes de culture d'entreprise, en termes de structure. Et ça, c'est nous-mêmes, on sait de par notre secteur, de par notre vécu de chef d'entreprise, quelle structure est la plus adaptée et quelle culture est plus adaptée à notre entreprise. Si je donne l'exemple de culture, par exemple, dans les militaires, chez les militaires, ils ont une culture d'entreprise qui est très stricte. C'est-à-dire, le militaire, il sait très bien que quand il se passe quelque chose, voilà comment j'ai réagi. Si une attaque, je prends mon arme et je réagis comme ça. Donc, strict. Ça, c'est adapté à, par exemple, des entreprises qui sont, par exemple, de la restauration, où on a une armée, on sait juste que c'est le coup de feu, il faut y aller, quoi. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de... Et une culture loose, c'est adapté, par exemple, à des boîtes qui sont dans la publicité, on a besoin de beaucoup de créativité, où il n'y a pas d'hierarchie, etc. Donc, d'innovation. Oui, c'est tout à fait ça. Tout le monde peut contredire tout le monde. Et ça marche comme ça, parce que c'est comme ça la publicité, il faut beaucoup de créativité. Et donc, c'est essayer de comprendre où est la jauge entre la discipline, la côté armé, donc la culture stricte, et la culture tout à fait loose,
qui est la culture adaptée à vraiment, il n'y a plus du tout des disciplines et des hiérarchies. Et de la même manière pour la structure d'entreprise, c'est la même réflexion. Quelle structure est adaptée à mon entreprise, à mon ADN? Après, il faut la base de chez Eddy, mais après, il faut adapter selon son entreprise. La structure qui est adaptée à son activité et développer une culture d'entreprise qui est adaptée à son activité. Tu disais tout à l'heure qu'il faut que tu t'entoures de gens qui te conseillent, de talents. Mais également pour toi, en tant que dirigeant, pendant toute cette évolution de tes entreprises, donc j'imagine que tu as dû t'adapter, tu vois, toi-même en tant que dirigeant. Et comment, concrètement, tu t'es adapté personnellement? Comment ça s'est passé cette évolution pour toi, ta personne, à toi? Bon, en fait, j'ai toujours quelqu'un de très curieux et qui veut toujours apprendre, hein, qui veut toujours progresser. Et donc, à chaque fois, j'ai essayé de savoir où le bas blesse et j'ai essayé de le combler. Je pense que il faut essayer d'avoir quelques talents et cultiver ses points forts. Ensuite, comprendre ses faiblesses, ses points faibles et essayer de combler ces faiblesses-là. Mais le plus important, c'est de connaître ses forces et de se concentrer sur ses forces. C'est ça que j'ai essayé de faire. Et j'ai essayé aussi dans toutes mes activités. Par exemple, le sport, c'est un élément très important de ma vie. Je pratique beaucoup de sport. Et il y a un parallèle très important entre le sport et l'entrepreneuriat. Et je pense que tous les entrepreneurs, les grands entrepreneurs, entre guillemets, sont tous sportifs et parce qu'il y a un lien important. Et donc, j'ai essayé de combler mes lacunes par le sport, essayer de combler mes lacunes par la connaissance, par lire des livres et écouter des podcasts. Essayer de comprendre quelles compétences et quelles qualités j'ai besoin pour passer à la prochaine étape. Et donc, j'ai essayé vraiment de comprendre ça et d'être une meilleure personne. Et donc, je pense que dans tout ce qu'on fait, ce qui est important, c'est la clairvoyance. C'est d'essayer de connaître quel travail il reste à faire. Et je pense que c'est là où c'est quelque part un talent que j'ai. C'est essayer d'être lucide, essayer de comprendre qu'est-ce qui reste à faire et comment y arriver. Quelle est la stratégie pour y arriver vraiment à l'objectif final et quelles sont les tactiques. Donc ça, c'est les manières de faire pour gagner chaque bataille et gagner le plus de batailles possible. Comment marquer un but. Donc ça aussi, essayer d'analyser ça. Il y a ce qu'on appelle marquer un but, gagner un match. C'est de l'ordre de la tactique. Et gagner la Ligue des Champions, qui est de l'ordre de la stratégie. Et donc, c'est essayer d'être clairvoyant, lucide et bien comprendre tout ça. Ce que j'ai compris de tout ça, c'est que le dirigeant a l'obligation de se former en continu. Et cela pour lui, mais également pour les autres, pour son entreprise. Est-ce que tu étais un leader différent en 2010 et aujourd'hui, est-ce que tu n'es plus la même personne? Avant de revenir à Rive, je veux prendre un instant pour parler d'un de nos sponsors de cet épisode. Sur Ouch, on célèbre souvent ceux qui dirigent. On parle des entrepreneurs, on parle des échecs et de leurs réussites. Mais on parle rarement de ceux qui rendent ces réussites possibles. Notre sponsor du jour, Madakan, incarne parfaitement cette réalité. Depuis plus de 15 ans, cette entreprise à capitaux malgaches et canadiens accompagne, souvent loin des projecteurs, certains des projets les plus ambitieux du pays. Sur les sites miniers, industriels ou au cœur d'infrastructures stratégiques. Leur expertise du travail en hauteur et des environnements complexes permet à d'autres de construire en toute confiance. Depuis 15 ans, Madakan met au service de Madagascar un savoir-faire reconnu, des standards internationaux et une connaissance profonde du terrain. Merci à Madakan pour sa confiance en Ouch. Si vous construisez avec les meilleurs. Madakan. Bon, je suis toujours la même personne dans le sens où ce qui est important pour nous et qualité que moi je cultive et ce que on cultive l'entreprise, c'est l'humilité, c'est la simplicité, c'est la bienveillance, c'est la solidarité. Et donc je suis la même personne. Hein, je veux dire, je suis resté simple, je suis resté humble, je suis resté travailleur
je suis resté clairvoyant, j'ai essayé d'avoir du discernement, les jésuites m'ont appris à discerner. Donc j'ai ces mêmes qualités-là, je pense, en 2010 que maintenant. Ce qui s'est passé entre 2010 et maintenant, je pense que c'est la Diagonale des Fous. Donc je suis trailer et C'est 186 km, c'est ça? voilà, le plus long que j'ai fait, c'était 180 km dans les montagnes. C'est une des courses les plus difficiles au monde, C'est à La Réunion, à La c'est ça? Réunion. Hmm. Et quand j'ai réussi ça, la première fois, ça a changé ma vie. Et ça, c'était en 2014. Et en 2014, il y a eu un déclic, ça a changé ma vie. Parce que là, j'ai compris que j'étais capable vraiment de repousser mes limites et que les limites que je me suis mises, en fait, c'était pas des limites, je pouvais aller beaucoup plus loin, je pouvais pousser encore beaucoup plus loin. Et aussi, la Diagonale des Fous, celle que j'ai faite en 2014, c'était la plus dure. Il y avait des températures de 0 à 35 degrés. Quand je suis monté au Piton des Neiges, il faisait 0 degré, j'étais en short. Il y avait vraiment danger de mort, hein. Il y avait vraiment danger vital. Et c'est là que je me dis, quand j'ai des difficultés dans ma vie ou dans mon entreprise, je me rends compte que non, c'est rien, hein. J'ai failli mourir et que je m'en suis sorti. Donc, je relativise beaucoup. Et je pense que cette capacité à relativiser, c'est ça qui fait la différence entre 2010 et maintenant. Entre 2010 et maintenant aussi, quelle est la différence? C'est que en 2010, j'étais assez sensible au regard des autres. J'étais sensible à ce que les gens pensent de moi, est-ce que je suis une bonne personne? Et quand j'avais des critiques, ça me travaillait, hein, je n'endormais pas. Si je faisais des interviews, j'étais toujours, est-ce que j'ai fait bien? Est-ce que j'ai fait mal? Aujourd'hui, je pense que j'ai dépassé ça. Le regard des autres importe peu pour moi. Bon, c'est un travail sur soi. Le regard des autres, je veux dire que on est toujours, peut-être que j'ai un track record, mais on est toujours le pauvre d'un autre, hein. Il y a toujours plus fort que soi, que ce soit dans la richesse, dans les compétences. Donc, non, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit de penser que je ne veux plus que le regard des autres puisse atteindre mon moral et puisse atteindre ma capacité à devenir meilleur et à travailler plus. Donc c'est un état d'esprit. Bien sûr, la réputation est importante, la réputation se construit. Donc c'est important d'avoir une réputation dans sa communauté, dans son milieu. Le regard de ma famille importe, mais le regard des autres, aujourd'hui, ça me travaille plus. Donc voilà les grosses différences entre 2010 et maintenant, je pense. Et est-ce qu'il y a des comportements que tu as dû laisser entre 2010 et 2016? J'ai rien en tête, mais ce que je peux dire simplement, c'est que en 2010, j'étais pas vraiment sportif, hein. Je faisais peut-être un peu 1 heure de sport par semaine, 2 heures. À savoir qu'en 2014, pour préparer la Diagonale des Fous, et puis jusqu'à quelques années maintenant, je faisais entre 10 et 20 heures de sport par semaine. Donc, quand on est entrepreneur, il faut dégager 10 et 20 heures par semaine. Il y a la famille, il y a le travail. Et donc, mes passions m'ont obligé à changer mes comportements et à m'améliorer. Essayer de comprendre comment faire les choses, comment gérer beaucoup de choses, comment gérer aujourd'hui 16 entreprises, comment trouver, aujourd'hui je fais encore 6-7 heures de sport par semaine, comment gérer une famille, ma famille proche, et puis la grande famille aussi dans laquelle j'ai des responsabilités. J'ai aussi des responsabilités au niveau sociétal, au niveau aussi des associations, que ce soit le GEM, que ce soit le CIM, que ce soit l'AIM, des organisations comme les DBM, CSBF, où j'ai des... Et donc, comment gérer tout ça? Évidemment, ma vie en 2010 n'est pas du tout ma vie maintenant. J'ai plus du tout le même emploi du temps. J'ai beaucoup acquis en compétences pour comment gérer beaucoup de choses en même temps. En 2010, je me laissais beaucoup de temps à faire des choses pas importantes. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus, je suis plus conscience du temps qui me reste à vivre, et quoi en faire, et du temps que j'ai dans la journée, et comment m'organiser pour en faire le maximum. Dans le temps long, le temps court, ça c'est important. Quelque chose que je répète souvent, aujourd'hui je suis conscient de chaque jour qui passe. Si vous savez qu'à Madagascar, l'espérance de vie d'un homme, c'est 57 ans. Et donc, ça fait pas beaucoup, hein.
Ça veut dire qu'il me reste quasiment que 8 ans à vivre, hein, si j'ai que ça à vivre. Donc c'est à peu près, il y a 350 jours par an, 360 jours par an, c'est pas beaucoup de réveil, hein. Et d'autres, quand on est conscient de ça aujourd'hui, bah, on est plus conscient de comment on gère ça, son quotidien et quelle est la valeur du temps. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui change entre 2010, l'insouciance, et aujourd'hui, la conscience que il me reste peut-être 20 000 jours à vivre, 20 000 dodos à vivre, 20 000 réveils à vivre. Et donc, chaque réveil est important. Chaque jour est important. Et je dois en faire quelque chose pour moi, pour ma famille et pour mon pays. Moi, ça m'intrigue. 16 entreprises, hein, sans compter donc tes associations, où tu es président dans plusieurs de ces associations-là, très actif dans la partie sport. Au final, je pense que c'est une trentaine, une quarantaine de responsabilités. Donc, ben, concrètement, comment tu le vis dans une semaine ou dans un mois? Est-ce que tout est millimétré, chronométré à la tâche? Est-ce que c'est des emplois du temps planifiés en un mois? Ou comment ça se fait lorsqu'on est dans ce niveau de dirigeance donc? Premièrement, ce qui est important, c'est de savoir déléguer. De savoir déléguer, savoir s'entourer et de comprendre que la personne comprend, ne ferait peut-être pas mieux que nous, mieux que soi, mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter que la personne fait moins bon. Mais il faut lui laisser la chance de grandir. Au fur et à mesure du temps, cette personne-là deviendra meilleure et spécialiste de son domaine. Donc, dans quelques temps, cette personne-là fera les choses mieux que moi. Et donc, il faut accepter d'abord de déléguer. Et ensuite, il faut faire les choses très vite. Apprendre à faire les choses beaucoup plus vite. Donc, apprendre à lire beaucoup plus vite, à faire des mails beaucoup plus vite, à décider beaucoup plus vite, à avoir une clarté de décision, une précision de décision beaucoup plus vite. Et donc, ça, c'est les deux choses les plus importantes déjà en soi. Ensuite, comprendre ce qui est important, ce qui n'est pas important. Et on pense que tout est urgent. Ben non, tout n'est pas urgent. Il faut savoir sur quoi je dois décider, sur quoi je ne dois pas décider. Structurer aussi autour de soi. Donc là, aujourd'hui, par exemple, au mois d'octobre, il y a un DG qui va arriver parce que je sais que je dois prendre plus de responsabilités l'année prochaine. Et donc, j'anticipe. Et donc, dès maintenant, j'ai déjà mon DG et donc je dégage du temps. Donc, c'est l'anticipation aussi, c'est important. Ensuite, moi, mon emploi du temps, il y a à peu près 10 jours par mois où moi, je dois faire des réunions avec mes équipes. Donc, j'ai 10 jours intenses où j'ai des réunions du matin au soir avec toutes mes équipes. Aujourd'hui, j'ai 30 personnes peut-être en dessous de moi en direct, ce qui est trop. C'est pour ça que je ferai un DG parce que mon objectif, c'est d'en avoir 5-6. Bon, aujourd'hui, j'en ai 30. Donc, j'ai 10 jours dans mon mois où je sais que je suis chargé. Donc, c'est 30 rendez-vous avec chacune de ces équipes voilà, avec par ces mois. équipes par mois. Et ça, je le fais sur 10 jours. C'est combien d'heures par équipe? Certaines équipes, c'est 20 minutes. D'autres équipes, c'est 3 heures. Donc, ça dépend de l'importance du sujet. Mais en gros, c'est 10 jours par mois. Ensuite, le reste du temps, j'ai un emploi du temps pas trop chargé mais pas trop chargé. Il faut qu'au moins 1 heure de ma journée, je réfléchis. Je réfléchis à ma structuration, comment mieux organiser. Donc, essayer de ne pas être dans l'urgence du quotidien. Ça, c'est important, avoir la clairvoyance, avoir une hauteur. Ça, c'est important. Avoir le temps aussi de discuter avec des gens autour de moi, des gens d'autres chefs d'entreprise. Et c'est pour ça que je suis au GEM, c'est pour ça que je discute avec des gens de la banque, de la CSBF. Donc, c'est important de dégager du temps quand on est entrepreneur pour essayer de se nourrir de l'information, des connaissances des autres. Et donc, moi, 20 jours par mois, j'essaie de ne pas être trop chargé pour pouvoir faire du sport, pour pouvoir rencontrer des gens, déjeuner avec des gens. Ma journée type, en général, c'est que je vais mettre 2 heures par jour à faire mes mails. Je vais faire 1, 2, 3 réunions. Et puis après, je fais mon sport. Voilà un petit peu ma journée type. C'est une superbe journée type, en tout cas. Voilà, et j'ai pas l'impression de... Voilà, si on aime ce qu'on fait, voilà, on aime ces journées. Chaque journée est différente, je les aime. J'essaie aussi d'être sur les projets. Ce que j'aime le plus, c'est travailler sur des projets. C'est monter de nouveaux projets. Et donc,
à chaque fois que j'ai un nouveau projet, je me concentre sur ce projet-là. Et je vais être expert de ce projet. Par exemple, aujourd'hui, on a des projets d'élevage de tilapia en cage. Je pense que ce sera vraiment le premier projet d'élevage industriel de tilapia en cage. Et donc, j'essaie de trouver le temps, une fois tous les 3 mois, aller visiter ce projet-là. J'adore visiter mes chantiers. Moi, tous les samedis, je prends mon vélo, je visite mon chantier en Marrakech, je fais le tour un peu de mes chantiers. Donc voilà ce que j'essaie de faire. J'essaie de combiner ma passion, le sport, avec mon travail, avec ce que j'aime, visiter mes projets. Donc voilà, mais en tout cas, il faut pas être trop chargé, hein. Il y a une semaine ou 10 jours, j'étais allé pêcher aux îles Bahreïn avec quelques amis pendant 4 jours et il faut ce temps-là. Il faut se dégager du temps, absolument. Et donc, moi, je réfléchis toujours comment je peux dégager mon temps. Comment je peux organiser mieux pour que l'entreprise soit plus performante et pour que l'entreprise marche sans moi. L'entreprise a une valeur quand elle marche sans le dirigeant. Et donc, il faut trouver les clés. Et je pense que j'ai trouvé les clés. J'ai travaillé à long terme dessus pour que les décisions se prennent sans moi, les décisions tous les jours se prennent sans moi et que l'entreprise marche sans moi. Aujourd'hui, si je pars en vacances pendant 15 jours, ça tourne. Est-ce qu'il y a un prix personnel par rapport à cette croissance de l'entreprise? Est-ce que tu as dû faire des concessions? Bien sûr, on peut pas tout réussir. On peut pas tout réussir. Il y a toujours, il y a le personnel, il y a le business, il y a la famille. On essaie de trouver un équilibre à tout ça. Mais c'est vrai que souvent, c'est la famille qui paie un peu le prix. J'ai une famille qui est assez compréhensive, ma femme est entrepreneur aussi. Mes enfants, on les cultive aussi dans la performance, dans essayer de s'améliorer. Donc, ils comprennent. On essaie de trouver du temps de qualité. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et par contre, j'ai compris une chose, c'est que la vraie réussite, c'est la réussite des enfants. Donc, je me concentre beaucoup sur la réussite de mes enfants et j'y mets vraiment toute mon attention, même si j'aimerais passer beaucoup plus de temps avec mes enfants. J'espère qu'ils vont pas me reprocher ça plus tard que... C'est-à-dire, quand tu dis que la réussite des enfants, c'est ça la réussite, la vraie réussite? En fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font des grandes réussites, beaucoup de milliardaires en dollars, hein, d'ailleurs, hein, où ils ont délaissé complètement leurs enfants, l'éducation de leurs enfants, et les enfants ont tourné mal, en fait. Et ça, c'est pas la réussite pour moi. La réussite pour moi, en tout cas, mon objectif de vie, ce que j'essaie de faire, c'est de transmettre une entreprise générationnelle, donc voilà, qui dépasse les générations. Et donc, je travaille à ça. Je prépare mes enfants, hein, j'espère qu'ils vont pouvoir reprendre. Et je pense que c'est important parce que il n'y a pas beaucoup d'entreprises malgaches qui ont passé plusieurs générations. Moi, je mets vraiment, j'essaie de mettre tous les moyens pour que j'ai réussi cette transmission-là. Donc, transmission d'entreprise, des transitions de valeurs, transmission d'éducation. Et je pense que c'est ça la réussite. La réussite, c'est vraiment d'avoir des enfants éduqués qui comprennent qu'ils ont des valeurs qu'il faut qu'ils défendent, qui comprennent qu'il faut aussi qu'ils transmettent à la prochaine génération, qui comprennent que moi, je dois laisser quelque chose de meilleur à la prochaine génération. La prochaine génération doit laisser aussi quelque chose de meilleur à la prochaine génération et qu'ensemble, on contribue à une humanité meilleure. Et c'est ça, je pense, que le plus important. Et j'essaie de transmettre ça à mes enfants. Je trouve que c'est quelque chose de très, très intéressant pour les enfants et très important également. Et effectivement, quand on a des enfants, l'objectif principal, c'est de les faire monter et qu'ils deviennent des personnes qui vont vraiment continuer dans l'histoire, à toi aussi. Il y a une partie de ton parcours où tu es également, pas une partie, mais actuellement tu es également consul honoraire de la Namibie. Donc c'est une partie diplomatique. Et qu'est-ce que ça représente pour toi? Moi, j'ai travaillé une partie de ma vie, donc j'ai fait un concours et donc un concours pour entrer à l'ENA, c'était 1 an de formation. À l'époque, sur les relations internationales, c'était un programme de la francophonie pour former des diplomates internationaux.
Et donc, moi, j'avais fait ce parcours-là et j'ai aimé, j'ai adoré étudier les relations internationales, l'économie internationale, la géopolitique, etc. C'était vraiment une passion. Et il y avait il y a beaucoup de gens de plusieurs nationalités à l'époque. Et c'est là où j'ai trouvé les meilleurs professeurs, hein, vraiment des professeurs brillants à l'IRIC, parce que il y avait une partie à l'IRIC qui était une grande école de diplomates au Cameroun. Le Cameroun a des grands intellectuels, des professeurs de très haut niveau. C'est là que je me suis passionné de droit international et de relations internationales. Après, à l'ENA, j'ai vu vraiment des grands professeurs. J'ai fait un petit parcours aux Nations Unies à Genève. ITC, International Trade Center. C'est à Genève, j'ai travaillé là-bas. Et donc, c'est là où j'avais le goût de travailler avec des gens de différentes nationalités. J'avais beaucoup d'amis de différentes nationalités et d'essayer aussi de comprendre quelle est la place de Madagascar dans le concert des nations. Et il faut se rappeler le contexte en 2009. Il y avait une crise politique où il y avait deux belligérants et où un des belligérants était en Afrique du Sud et où la SADC avait une position qui était, voilà, on est contre le coup d'État, continuité constitutionnelle, etc. Et la SADC avait une position. Et depuis ce jour-là, Madagascar, les gouvernements malgaches avaient une dent contre la SADC. On avait des relations vraiment très mauvaises avec les pays de la SADC, notamment l'Afrique du Sud et d'autres, et l'organisation de la SADC. Et disons que tout ça a changé depuis après 2018, 2019, 2020, surtout 2020, où la Madagascar s'est rapproché de la SADC, de l'Afrique du Sud. Avec l'élection en 2018, il faut rappeler que c'était les observateurs de la SADC qui avaient approuvé la sincérité des élections. Et de là, on a compris quelle est l'importance de la SADC, parce que les observateurs, c'était la SADC qui était venue en nombre, hein. Il y avait plus de 50 observateurs, que ce soit en 2018 ou en 2023. Les gouvernants ont compris que c'était important la SADC. Et moi, dans tout ça, qu'est-ce qui est important pour moi? C'est important pour moi d'abord, c'est les Malgaches qui se sentent pas africains, il faut le dire, hein. On se sent pas africain, alors qu'on a tort. On est dans un continent africain, et donc on est africain. On a plus de choses à gagner en étant africain. Et donc j'ai choisi un pays africain qui est la Namibie pour représenter la Namibie. Et j'ai contribué, à ma façon, à améliorer les relations entre la Namibie et Madagascar, et entre la SADC et Madagascar. Et je pense que c'est vraiment l'honneur de ma vie de servir ces deux pays-là. Et c'est aussi un retour aux sources qui étaient la géopolitique, les relations internationales. Et je joue un rôle important, notamment avec le 45e sommet de la SADC l'année dernière. Il y avait toutes les délégations africaines qui étaient venues et j'ai joué un rôle important en accueillant et en préparant la délégation namibienne, en faisant en sorte que les relations entre la Namibie et Madagascar se raffermissent. Et il faut savoir que Madagascar a une grande histoire avec la SADC, avec tous ces pays-là qui luttaient contre vraiment les colonialismes à l'époque, hein, avec l'apartheid en Afrique du Sud, le mouvement de l'ANC, le mouvement Frelimo au Mozambique, et le mouvement aussi important, la SWAPO en Namibie. Tous ces gens-là étaient aidés par Madagascar. Madagascar a vraiment une politique de décolonisation, d'appui des peuples qui luttent contre l'oppresseur. Et donc, c'était une parenthèse malheureuse entre 2009 et 2018, où nous étions un petit peu, disons, en relation compliquée avec la SADC. Et je suis très heureux qu'aujourd'hui, ça se passe très bien, au-delà du changement de régime. Aujourd'hui, je pense qu'on a une perception différente de la SADC. Et je suis heureux d'avoir un petit peu contribué à ça. Et quel est l'enjeu par rapport à ces échanges diplomatiques pour le commun des mortels, pour le malgache simple, je veux dire? Est-ce qu'il y a un bénéfice, oui ou non, d'être en bon terme avec la Namibie? C'est très important d'être en bon terme avec ses voisins. Du bon voisinage, c'est important parce que vos amis, ce sont vos voisins. Quand il y a des problèmes, c'est ceux-là qui vont vous aider. Lorsque Madagascar n'avait pas les moyens de payer les cotisations pour la SADC, nos voisins étaient compréhensifs. Parce qu'il y a des cotisations. Il y a des cotisations, c'est pas gratuit, on cotise pour être membre de la SADC. Ah oui. Madagascar n'avait pas toujours les moyens et on n'avait pas exclu Madagascar, c'était un pays ami. Et être membre de la SADC, c'est être membre d'une communauté économique, mais aussi politique.
Et ça, c'est important. Madagascar est un pays non aligné, donc on ligne avec la plupart des pays africains. Et lorsqu'on doit se positionner sur certains sujets, voilà, la guerre en Ukraine, la question palestinienne, la guerre aujourd'hui entre le Rwanda, disons la partie rwandaise et la partie RDC, les tensions qu'il y a, il faut se positionner. La question du Sahara occidental, il faut se positionner. C'est important de ne pas être isolé. Et c'est important de comprendre quelles sont les positions de nos voisins et essayer de trouver un juste milieu qui répond à nos intérêts nationaux, c'est le plus important. Et donc, qui ne met pas en danger notre nation et aussi qui correspond à une doctrine, essayer d'avoir une doctrine claire en matière de diplomatie, de positionnement. Lorsque nous nous battons pour les îles Malagasy, qu'on appelle les îles éparses, nos voisins nous soutiennent à 100%. Parce qu'ils comprennent ça, l'intangibilité des frontières, ils comprennent ça. Et donc, nos meilleurs alliés, quand il s'agit de défendre nos intérêts nationaux, les îles Malagasy, c'est nos voisins qui sont là et qui nous défendent bec et angle et qui ont des principes. On a bien vu l'Afrique du Sud, sur la question palestinienne, a des vrais principes qui ne sont pas liés aux enjeux avec les États-Unis, avec la Russie, etc. Non, ils ont des principes et ils s'y tiennent. Et donc, c'est important d'avoir des voisins qui sont solidaires et dont les décisions sont liées à des principes. Et quel est le rôle justement de l'entrepreneur par rapport à ces diplomaties-là? Je parle ici vraiment de tous les entrepreneurs, non seulement toi. Est-ce que chacun doit travailler à être un peu plus diplomate pour justement faciliter ces échanges, pour améliorer les échanges économiques également? Ou est-ce qu'il y a une autre mission derrière? Avoir une qualité de diplomate, c'est important, ça se travaille. Un consul honoraire n'est pas complètement diplomate, mais dans les faits, j'ai joué un rôle dans la diplomatie, ça c'est vrai. Mais j'ai pas le statut de diplomate techniquement, mais dans les faits, c'est vrai que je dois avoir un rôle de diplomate. Et Dieu sait qu'il y a eu beaucoup de tensions avec la Namibie, Madagascar et la SADC et Madagascar. Je pense qu'être entrepreneur, il y a beaucoup de négociations. On négocie. Il y a des petites négociations tous les jours et il y a des grandes négociations. Et dans les grandes négociations, c'est important de comprendre les principes de la diplomatie. Les principes de la diplomatie, c'est d'abord comprendre les enjeux de l'autre. Quels sont les vrais enjeux? Parce que ce sont les enjeux qui définissent comment ces personnes-là prennent des décisions. Ça, c'est important. Et donc, comprendre l'autre, comprendre les vrais besoins, les vrais enjeux de l'autre, c'est important en diplomatie, dans les négociations, comme c'est important dans les négociations en termes de business. Et donc, comprendre dans la diplomatie, c'est important de ne pas sortir des négociations en tant que complètement vainqueur, dominant. Humilier l'autre, ça c'est mauvais. L'autre doit sortir avec une décision qui ne l'humilie pas et qui le satisfait. Une bonne négociation, c'est une négociation où les deux parties sont satisfaits. Et en business, c'est pareil. En négociation, ce n'est pas écraser l'autre, ce n'est pas gagner une négociation, parce que c'est juste une négociation. Il faut penser long terme. Il faut penser long terme. On est tous dans le même monde et gagner une bataille, c'est pas ça l'enjeu en fait. L'enjeu, c'est un enjeu long terme. C'est comment entretenir des bonnes relations long terme et comment gagner ensemble sur le long terme. Et donc, il y a des vraies relations. Donc, il y a ce qu'on appelle l'enjeu et il y a ce qu'on appelle la position. Et donc, il faut vraiment différencier dans une négociation. La position, c'est une position claire. Ça peut être une position rigide en disant « moi, je veux ça. Moi, je veux un prix qui est à 4 milliards. » Ça, c'est une position. Mais l'enjeu, c'est autre chose. L'enjeu, c'est moi, en fait, je veux être numéro 1 dans mon business. Et donc, comment être numéro 1 dans mon business? C'est comment créer la relation pour que moi, je puisse t'aider à être numéro 1 dans le business. Et donc, comprendre le vrai enjeu, c'est ça qui est important, au-delà de la position de la négociation. Et comprendre aussi que
entretenir des relations long terme, faire en sorte que la personne en face sorte de manière par la grande porte, ça aussi c'est important. Ce sera utile dans la prochaine négociation. Quel conseil tu aimerais donner à quelqu'un qui n'a ni réseau, ni capital, mais qui veut commencer vraiment son aventure entrepreneuriale? Moi, j'avais pas de capital, en tout cas, j'avais très peu de capital, j'avais pas de réseau. Je pense que c'est un travail à long terme, hein. Il y a tout est sacrifice, tout est travail. Donc, moi, ce que je conseille, c'est travailler dur, être déterminé, trouver la motivation tous les jours pour y aller, donc bosser et passer les caps, passer chaque cap. Le souci, en fait, c'est que lorsque vous êtes dans un petit lac, bah, vous pensez que vous êtes le champion et vous êtes le roi de votre lac. Et maintenant, quand il faut passer à l'océan, bah, c'est autre chose, hein. Là, il y a des baleines, il y a des requins, bah, c'est différent. Donc ça, c'est être pas capable de passer les caps, c'est important. Donc ça, c'est du travail, c'est du long terme. Donc ne pas voir le court terme, voir le long terme. Travailler sur le long terme dès maintenant. Donc ça, c'est important. Et puis, je dirais simplement, c'est qu'à chaque fois qu'on passe un cap, bah, les opportunités viendront d'elles-mêmes, hein. Ça, c'est important de le savoir. Lorsque, par exemple, quand vous êtes en bourse, hein, vous êtes le petit boursicoteur, vous êtes devant votre écran, vous voyez juste les ordres de vente et d'achat et vous prenez des décisions sur la base d'informations qui sont là devant vous, qui sont 1/10 de l'information disponible. Mais les grands traders, les grandes banques, les grands fonds grands fonds de pension, eux, ils ont accès à l'ensemble des informations, l'ensemble d'ordres de vente, l'ensemble d'ordres d'achat. Et en fait, plus vous montez dans la gamme, plus vous accédez à des opportunités, vous accédez à des connaissances, et donc il faut être invité à la table des géants. Voilà, vous êtes au début, vous êtes en dehors de la table, vous regardez ce qui se passe, vous voyez bien qu'il y a un dîner qui est super, qu'il y a une grande personne autour de la table. Et pour être invité à la table des géants, bah, il faut prouver. Il faut prouver, être accepté par ses pairs, et de là même, les opportunités viendront par eux-mêmes. Tout le monde a des opportunités. Chaque personne a des opportunités, d'autres en ont plus que certains, mais tout le monde a beaucoup d'opportunités. Et je pense que il faut pas beaucoup d'opportunités. Une opportunité peut suffire. Pour changer ta vie? Pour changer ta vie. Une seule peut suffire. Et donc voilà, il faut prendre les bonnes décisions et quand il y a des décisions importantes, bah, il faut prendre la bonne. Ça me fait venir une autre question. À quel moment est-ce qu'un entrepreneur doit se diversifier? Parce que là, donc aujourd'hui, tu as plusieurs activités, plusieurs responsabilités. C'est à partir de quel moment que tu te dis, OK, maintenant, je vais me lancer dans quelque chose de différent? Bon, moi, j'essaie d'avoir une cohérence, hein. Ma cohérence, moi, je suis dans tout ce qui est santé et nutrition. Vraiment, notre raison d'être, c'est de soigner et de nourrir l'avenir. Donc, l'avenir de Madagascar, c'est 50 millions d'habitants. D'ici 2042 par là, on sera 50 millions d'habitants. Donc, moi, ma mission, c'est comment nourrir et soigner ces gens-là. Et donc, demain, je ne vais pas faire des carreaux ni autre chose. Moi, je ne diversifie pas. J'ai 2 métiers, 2 secteurs d'activité plutôt, la santé et la nutrition, et je me focus dessus. Les gros conglomérats, ça c'est encore une étape d'après. Mais l'étape où moi je suis, où la plupart des gens sont, je pense qu'il faut se spécialiser, il faut être cohérent dans ce qu'on fait et être spécialiste, être le meilleur dans ce qu'on fait. Donc c'est comme ça qu'on construit la richesse. C'est être spécialisé, construire petit à petit. La richesse, c'est une accumulation, c'est juste une accumulation. Donc réinvestir, faire grandir son entreprise, tout réinvestir, et donc ça c'est très important. On pense diversification plus tard. La diversification, quand je pense, c'est vraiment une diversification de portefeuille. Lorsqu'on atteint un certain niveau de patrimoine, c'est là qu'on se diversifie. C'est parce que on essaie de protéger ce qu'on a. Et c'est en fait, la diversification, c'est la protection de ce qu'on a. C'est parce qu'on a peur. On a peur de certaines choses, donc on essaie de diversifier, ça soit dans d'autres pays ou dans d'autres secteurs. Mais mais on n'est pas obligé de le faire, hein. Mais disons que la diversification, certainement, c'est à la méconnaissance. On n'est pas assez expert de son domaine, donc on essaie de faire autre chose, de se diversifier, grandir autre chose. Ou soit on n'est pas sûr de ce qu'on fait ou de son environnement du pays, et donc vaut mieux se diversifier pour diversifier les risques.
dirait que si je faisais les parallèles pour un investisseur est spécialiste, par exemple, dans un domaine précis, dans la santé, dans la finance, il n'a pas besoin de diversifier, il se spécialise. Et c'est ça qui est clé. Quelqu'un qui se diversifie, qui investit sur 40 sociétés, par exemple, du CAC 40, sur des indices, c'est pas ce qu'il fait. Donc, il investit dans quelque chose qui est dilué pour diversifier son risque. Donc, la diversification, il faut savoir pourquoi on le fait, quoi. Est-ce que tu as eu des mentors ou des personnes qui t'ont aidé vraiment au tout début ou qui t'aident jusqu'à maintenant? Des gens à qui tu peux poser des questions lorsque tu sens que c'est difficile? Et est-ce que c'est important dans ton parcours entrepreneurial? J'ai essayé d'avoir des mentors à un moment donné. À l'époque, j'avais eu l'occasion, notamment en 2018, j'ai eu l'occasion d'être sur une table de dîner à Yavlou, table du président, où il y avait un grand entrepreneur connu, où on avait vraiment sympathisé. Et quelque part, en sortant de là, on avait tellement sympathisé que moi, je me suis dit, tiens, peut-être qu'il peut être mon mentor, il va être d'accord. Je lui ai proposé ça, il n'était pas, ça l'a pas emballé. Donc, malheureusement, j'ai pas eu de mentor, mais cet épisode-là m'a donné vraiment le lagnac parce que je me suis dit, quelque part, qu'est-ce qu'il m'a dit, cette personne-là? Cette personne-là m'avait dit, tu n'es pas à mon niveau. Tu n'es pas à mon niveau. Je te connecte avec mes directeurs. Et ça m'a donné une niaque. Voilà, je remercie cette personne-là parce qu'elle m'a donné vraiment l'envie en disant, écoutez, je suis pas à ton niveau, c'est vrai, je n'étais pas à son niveau, mais aujourd'hui même, je suis pas à son niveau. Mais aujourd'hui, je suis plus accepté dans mon milieu, reconnu dans mon milieu, et parce que c'est par mon travail, c'est parce que j'ai fait, je l'ai pas volé ma place. Et donc voilà, et donc j'ai pas eu de mentor malheureusement. J'aurais aimé, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'essaie de coacher quelques personnes, j'essaie de donner du temps aux autres parce que moi je l'ai pas eu, j'aurais regretté, j'aurais tellement aimé que cette personne-là me mentor. Je l'ai pas eu et j'essaie de corriger ça moi de mon côté, et de mentorer quelques personnes. Par contre, la leçon que j'ai apprise de cette personne-là, c'est que en fait j'avais rien à lui offrir. Je voulais juste un mentorat sans rien à lui offrir. Et il l'a refusé. Et donc, je cherche, quand je mentore des gens, il faut qu'ils aient des choses à m'offrir. C'est donnant-donnant, quoi. Donnant, voilà. C'est donnant. Il faudrait qu'il y ait quelque chose d'intéressant à avoir, à partager. Quelqu'un qui a peut-être fait des choses pour les autres, extraordinaires, qui mérite d'être mentoré, mais quelqu'un qui n'a rien fait pour les autres. Qui n'a rien démontré, qui veut juste qu'on le mentore. Non, je le fais pas, je donne pas mon temps pour cette personne-là, je donne mon temps pour quelqu'un qui a vraiment envie, qui a démontré quelque chose pour les autres, pour sa communauté, pour son métier, pour son secteur, pour quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose d'intéressant à me donner, et je donnerai aussi volontiers à cette personne-là. Tu penses que c'est important d'avoir un mentor? Surtout pour les jeunes, je veux dire. On peut ne pas en avoir besoin. Les connaissances sont dans les livres, dans les podcasts. Je ne pense pas que c'est primordial. Le mentor, c'est vraiment une vraie rencontre entre deux personnes. C'est une vraie envie de connaître l'autre et de faire progresser l'autre. Il y a un échange. Et donc, il faut qu'il y ait une connexion. Et donc, certains ont la chance d'avoir des mentors. Certains non. Moi, il y a eu quelques phrases qui ont changé ma perception, des professeurs qui ont été importants pour moi, mais je ne peux pas les considérer comme mentors. C'était des grands professeurs qui m'ont enseigné et sur lesquels ils m'ont donné des bases. Des discussions avec des grands champions sur lesquels j'ai pu retenir quelques phrases importantes, mais j'ai pas de coach ni de mentor. Si tu devais recommencer à zéro, donc revenir à Ouch, qu'est-ce que tu ferais différemment par rapport à tout ton parcours? J'ai eu beaucoup de chance, j'en suis conscient. J'ai eu des difficultés, mais j'ai pas eu de grandes difficultés. J'ai pas traversé de très grandes difficultés. Moi, quand aujourd'hui je fais des entretiens avec des personnes,
extraordinaires qui, à 15 ans, ont quitté leur village natal, sont arrivés à Tana pour faire leur année lycée, qui ont financé leurs études pour aller à l'université, qui ont fait des petits jobs et qui réussissent. Ah, ces gens-là sont incroyables et j'adore avoir des gens comme ça dans mon équipe. Moi, j'ai pas eu des grosses difficultés, donc je ne sais pas quoi dire, qu'est-ce que je ferais différemment. Je suis content de mon parcours, je ne regrette pas grand-chose. Euh, je pense qu'il n'y a rien que je ferais différemment. Sur ton parcours, si tu devais citer un apprentissage, le plus grand apprentissage, pour résumer ton parcours à toi, ce serait lequel? La crédibilité, l'honnêteté, la fiabilité, ça, c'est très important. C'est comme ça qu'on construit une réputation. Aujourd'hui, ma personne, quand je donne ma parole, c'est une parole. Je suis encore la vieille école où quand on serre la main, ben, je vais délivrer. Et je vais délivrer quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe, si j'accepte un deal, je le fais jusqu'au bout. Et je pense que aujourd'hui, mon groupe est connu pour la crédibilité de sa signature. Et ça, je pense que c'est la chose la plus importante pour mon groupe et pour moi en tant que personne. C'est d'être quelqu'un de fiable, de prévisible, de solide. Ça, oui, ça c'est ça qui est le plus important pour moi, de garder ça, cette réputation-là à tout prix. C'est le plus important. C'est le plus important. Bon, écoutez, vous avez compris, on avait vraiment décidé de mener l'entretien de Rive aujourd'hui en français. Tout simplement parce que un entrepreneur de cette dimension, pour Roach, ça nous permet de toucher aussi une cible régionale et surtout globale. Hein. Notamment, on a beaucoup d'auditeurs qui sont en France, au Canada, un peu partout dans le monde. Et c'est pour ça qu'on a vraiment insisté sur la partie en français. Par contre, bien entendu, il est malgache à 100%. Et ici, j'aimerais qu'on change en malgache pour justement parler des mots de la fin. Ataoko amin'ny teny gasy le fanontaniana satria napetraka le vahiny tamin'ny teny gasy hozy izy Tokradjona no nametraka an'ity fanontaniana ity. Ahoana ny andikanao ny hoe je suis fier d'être malgache amin'ny teny malagasy? Reharefa malagasy. Afaka mametraka fanontaniana amin'ny aotra koa i Rivo na ho anahy na ho an'ny zavatra ataonay raha manana fanontaniana i Rivo. Tiako resana mba ny aotra, hitako hoe mahafinaritra be le format, mahafinaritra be koa hoe mpandrarano, miresaka mpandrarà, ary mahafinaritra be koa hoe misy fahatsapana hoe mila mampita zavatra isika ho an'ny tanora. Zay mahazava-dehibe ary isorana anao, isorana ny ekipa rehetrarehetra, mandany fotoana, mandany lera, mikaondoha, hitako hoe nisy tena nisy préparation le zavatra nataonareo, dia misaotra anareo betsaka. Zavatra tiako anontaniana anareo hoe ny eto Madagasikara moa tsy manahirana foana. Ohatran'ny hoe rehefa manao podcast ohatr'izao zany dia misy mieritreritra foana misy manana agenda hafa ve. Na hoe mieritreritra fantatro ny valiny fa zay zany tiako resahana hoe indraindray zany matetika indrindra miteny hoe manana agenda hafa ve ianao? Hoe manana ambition politique ohatra? Ohatra na hoe ahoana atria zay foana mantsy rehefa hoe zay foana zany le eritreritra e. Rehefa manao zavatra zany hoe iny fa ohatran'ny hoe misy exposition médiatique popotra sao dia manana ambition hafa, agenda hafa. Za zao tsy manana an'izany mihitsy. Fa betsaka ny manontany dia resako mazava hoe tsy misy zany. Asa momba anao. Sy momba anao sy ny eritreritrao amin'izay eritreritra ny hafa izay hoe misy mieritreritra foana hoe manana tanjona hafa mihitsy ve matoa manao an'izao zavatra izao. Ho anahy manokana aloha zany tsy manana ambition politique mihitsy. Fa araka ny tenegniko teo hoe ny anahy zany ny ikikayako na hoe ny mission de vie-ako dia hoe partager pour faire progresser na amin'ny teny gasy izy hoe mizara zay mampitombo. Ny antony tsotra be satria ny hitako hoe ny mahasamihafa ny Fenitra sy Rivo zany zao dia rehefa en fin de compte nge zany ny fahaizana. Fahaizana zany hoe misy éducation ao, misy culture ao, misy olona nisy réseau tao, fa reny afaka ianarany tsirairay avy.
Izany hoe rehefa mandinika an'le fenitra tany mbola vao nanomboka fandrarana, mbola nanana ide mihitsy hoe inona zany atao hoe fandrarana zany. Sy le ankehitriny dia ny hitako hoe zavatra nitombo tao dia ny fahaizana koa. Dia amiko zany raha te hivoatra ohatran'ny rivo na hoe mbola hihoatran'ny rivo, dia ny valiteny dia hoe fahaizana. Nefa fahaizana tsy ho azonao raha tsy avy any amina fizarana. Dia mieritreritra amin'izay zahay ny anay ho an'ny hoe ahoana moa zany ny ahafahantsika mitondra an'izay fahaizana izay ho an'ny vahoaka. Satria ny vahoaka tsy hanana fotoana mihitsy izy ary tsy hanana possibilité mihitsy izy andeha hiresaka amin'izany rivo ny groupe Arbiochem zany mandrakizay Doria Men, na hoe hiresaka amina Frédéric Schaffner ny groupe Materotto na izay olona rehetra mbola mandalo eo tamin'ny aotra. Dia teo ny ainga le hevitra hoe satria tsy nisy mihitsy le izy teto Madagasikara. Dia fotoanany kosa angamba zao amin'ny alalan'ny tony internet, amin'ny alalan'ny média, ny ametrahana sehatra anankiray afaka tena mba hifampizarana miaraka amina mpandrarana, amina expert anankiray, dia mba asehoana hoe azo atao soamantsara le izy eto Madagasikara, fa tsy lasa le zavatra negatif foana no matetika lasa mise en avant amin'ny alalan'ny internet, eto zany indrindra amin'ny réseaux sociaux. Dia teo ny angan'le izy hoe satria tsy isy manao anazy, efa misy ihany podcast hafa, fa amiko tsy mitovy le essence an'le izy satria eto zany mpandrara, amin'ny mampandrarana tenako dia amina hoe tena hoe fitiavana mizara sy mitia fahaizana fitiavana mianatra, dia zay no mahatonga an'le hoe anao isika média anankiray ka hiresahana mihitsy momba an'izany hoe misy zavatra hafa angeto Madagasikara. Dia tsisy ambition politique mihitsy le izy. Au contraire ary ny tanjonay ary hoe raha misy politicianina any dia ampiasainay maketo dia antaninay izy fa différemment. Hoe fa maninona ianao no manana an'izany volonté zany, fa mba tsy tenenana hoe momba anao indray, momba ny ambition politique anao ny tanjonao, fa tianay fantarina hoe inona le olona tao ambadiky ny profil anankiray iny, fa tsisy ambition politique mihitsy aloha, fa ny tanjonay dia hoe hampianatra dia hizara. Ary le izy aloha hatreto mbola tsy tena hoe azahoana vola loatra, fa au-delà de tout ça zany ny tanjonay ny anay dia hoe déjà aloha ny avantage hoe mianatra zay, rehefa miresaka aminao eto zao zay dia mianatra, dia faharoa faly zay satria miatefany amin'le olona tena hijery anazy koa nefa le interview ataontsika. Dia na dia tsy misy vola be ary aloha le izy dia fantatray hoe tôt ou tard io c'est comme un investissement, misy tombony foana io na ho anay na ho an'ny vahoaka malagasy na ho an'le mpandrara ihany koa satria le izy mandray daholo na zahay na ianareo. Dia teo le izy tsisy ambition politique mihitsy fampianarana ny tanjona. D'accord. Misaotra anao juste te hotsina hoe ianao koa dia mazava tsy manana ambition politika na paingotra ray tsy anatin'ny saiko mihitsy dia tiako ambary zay atao mazava. Tsara be mihitsy mampiseho an'izay satria matetika moa ohatra misy an'izay sous-entendu zay foana mihitsy eto amin'ny réseaux sociaux, fa fahitako anazy lasa vulgariser loatra le côté négatif taloha, nefa amiko mahatsiaro an'izay tenin'ny Antra Makavely zay foana hoe une lumière sous la table n'est pas à la bonne place hozy izy, sa place est sur la table. Dia zay no amiko mirésumé an'le zavatra atao amin'izao zany hoe andao ovaina ny mentalité an'ny olona. Dia afaka mametraka fanontaniana ihany koa i Rivo ho an'ny vahintsika manaraka. La question au prochain invité: quelles sont tes peurs sur le monde de demain? Dia mety hoe misy message amin'ny teny gasy ve afaka zarain'ny Rivo amintsika ho an'ny tanora? Zavatra firesahana ho an'ny tanora, marina fa mahantra Madagasikara, marina zany. Zavatra roa no lazaiko ny revirevitsika tsy atao mahantra, na mahantra ny firenena ity. Tanjotsika aza atao mahantra, zavatra tsika atao amin'ny fiainana aza atao mahantra. Zay aloha voalohany. Faharoa manarak'izay ny firenena mahantra misy tsena foana, ary ny olona mahantra koa tsena. Ny olona mahantra dia manana koa filana, dia mila valiana zay filana zay. Fa tsy akory mahantra ny firenena tsisy ny filana. Mila sarahana ny olona manana le filana sy ny olona mandoha le vola. Izay zany mila sarahana.
Ataoko amin'ny teny frantsay zany a, il faut séparer celui qui a le besoin de celui qui va payer. Zay zany samy hafa, mila sarahana zay a tsy voatery mitovy. Tsy ataontsika hoe tsy excuse zany a, tsy ny atao hoe mahantra tsika, mahantra tsy afaka manao zavatra, tsy mahantra ny eritreritro mahantra ny zavatra rehetra tsy ritiko non. Afaka manana tsika ambition lehibe na anaty firenena mahantra ary na mahantra ary misy atsika. Ny toerana misy atsika zao tsy mandrakizay afaka mivoatra foana tsika. Voalohany zay faharoa, za de malagasy ohatranareo gasy ray sy reny nianatra eto Madagasikara. Atsika atao manangana zavatra ataontsika hoe lehibe ary azon'ny malagasy atao zany fa tsy ho an'ny olona hafa ihany. De zay no tiako resahana hoe za de ohatra mazava amin'ny fahafahan'ny malagasy manangana orinasa leader voalohany amin'ny sehatra misy azy. Ary za koa de hiezaka ampiseho atsika hoe ny orinasa malagasy ny entrepreneur mpandraharaha malagasy de olona azo itokisana, olona afaka miasa manaraka ny fenitra iraisam-pirenena, tsy manao kitotoa, tsy mpangalatra, azo itokisana, miasa mafy. Zany zany zava-dehibe ary zay no lazaiko anareo ny tanora aza maika fa miasa mafy ary izao foana azakivy fa azontsika atao ny mampivoatra an'ity firenena ity amin'ny asa ataontsika. Isika de miasa anatin'ny fampiroboroboana ny firenena ara-toe-karena. Zay no azo andahantsika de zay zany no ataontsika de manentana antsika hiary iroborobo tonga amin'izay tanjon'izay. En tout cas, merci beaucoup Rive pour le temps et ta disponibilité. Un dernier message pour nos auditeurs et notre audience. Écoutez, merci d'avoir, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, merci beaucoup. Ce que je voudrais dire, c'est que le plus important, c'est les deux choses les plus importantes, je pense, c'est la connaissance et la compétence. Donc, je dis simplement, investissez sur vous, investissez sur la partie connaissance et compétence. Ça, quoi qu'il se passe, on ne pourra pas vous l'enlever. C'est un investissement qui restera en vous. Et même si vous le partagez à d'autres, vous ne vous appauvrissez pas. Donc, quel que soit ce que vous faites, même si vous le partagez aux autres, au contraire, vous vous enrichissez. Merci, à très bientôt encore sur Ouch, Rive. Merci. À bientôt.